Et c'est sur ce générique historique, j'adore le dire ça, que le Yiddish Show aujourd'hui commence avec un éminent invité. Il s'agit de monsieur Bernard Weisbrot. Good morning. Good morning, Berl pour les intimes. Berl, oui, Good c'est morning, vrai. Lise. Oui, tout le monde n'a pas besoin de savoir que dans mon agenda, il y a écrit Berl et pas Bernard. Zugesund. Voilà. Lâchez les blagues. Donc, non, je plaisante. Alors, vous êtes avec nous, on va dire Berl, on est dans le Sehr gut. Yiddish Show. Vous êtes avec nous pour un livre qui vient de sortir, absolument passionnant. Je le montre à l'antenne, le livre de Yankev Selemensky. Ça s'appelle Coupé du monde, un militant du Bund raconte la survie et la résistance juive sous l'occupation nazie en Pologne. C'est à partir d'une traduction française de Michel Selemensky avec la collaboration de Patricia Chandon-Piazza sous la direction de Bernard Weisbrot. C'est paru aux éditions Le Manuscrit, patronné par la FMS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ai-je oublié quelque chose, Berl? Il faudrait peut-être complimenter le directeur de la collection. Ça, on va le faire après, mais je n'ai oublié personne, je pense. Alors, c'est aussi le Centre Médem, parce que c'était le Centre Médem qui a présenté l'ouvrage. Oui. Il y a déjà 3 ans. Oui, c'était avant pour sa publication. Voilà. Oui. Et ça a été un gros boulot. Et ça a été un gros boulot. Alors, vous avez donc dirigé la traduction et tout. Quel a été votre... Alors, je rappelle quand même, je ne l'ai pas dit aux auditeurs, que vous êtes professeur de yiddish, que vous êtes l'auteur de 2 dictionnaires yiddish-français, co-auteur français-yiddish, que vous êtes l'auteur d'une grammaire français-yiddish extraordinaire qu'on trouve d'ailleurs au Centre Médem Arbetering 52 rue René Boulanger, que également donc vous êtes traducteur, que il y a tellement de choses à dire. Votre vie, c'est le yiddish, et le yiddish, c'est euer Leben, c'est votre vie également, ce dont on vous remercie. Si j'ai oublié quelque chose d'important dans vos titres, rappelez-le nous, c'est le moment. Je suis toujours chercheur. Chercheur, on continue à chercher les lettres du début du XXe siècle, les lettres des années 39-40, et les petits-enfants disent « Ah, mais moi j'aimerais bien savoir ce qu'il a écrit, mon grand-père ». Donc on en a encore et encore. Voilà, extraordinaire. Des années après. Alors, justement, donc, est-ce que vous dirigez cette collection? Non, pas vous avez dirigé, c'est la collection Témoignages de la Shoah, et vous avez dirigé la traduction. C'est ça? Le livre précédent qu'on avait sorti dans la même collection, c'était À cache-cache avec la mort, David Klein, mais lui, c'est quelqu'un qui restait Varsovie, dans le ghetto, hors du ghetto, zone aérienne, ghetto. Et qui est un livre majeur aussi. Hein. Absolument. Alors là, c'est beaucoup moins drôle, mais c'est une véritable encyclopédie. Oui. C'est-à-dire, c'est centré sur le Bund, mais le Bund avait relation avec le PPS, avec les sionistes, avec Gordonia, avec Dror, Et pourquoi c'est une encyclopédie? Parce que le directeur de collection, Philippe Veil, pour ne pas le nommer, il veut connecter chaque livre avec tous les autres. Donc, c'est une encyclopédie, déjà parce que Selemensky n'était pas cantonné à Varsovie. Il faisait la province. Une vingtaine, même plus que 20 villes. Alors, Lublin, Częstochow, Cracovie, etc. Il faisait le lien, en fait, entre toutes ces communautés juives, entre toutes ces villes. Il était courrier, c'est-à-dire principalement, son rôle était d'amener de l'argent pour que les gens puissent payer des loyers auprès des Polonais bienveillants qui voulaient bien les loger à la barbe des Allemands, au péril de leur vie, et également la littérature, entre guillemets, c'est-à-dire les nouvelles de Radio Londres traduites en yiddish pour que les gens échappent à l'intox allemande, parce que les Allemands ne disaient rien, on n'avait pas le droit de communiquer avec les radios étrangères, donc à travers ces petits papiers qu'ils diffusaient à travers toutes les grandes villes de Pologne, eh bien les gens se les passaient, on les lisait à plusieurs maisons, on se rassemblait après le couvre-feu pour écouter les vraies nouvelles, la vraie information sur l'avancée de la guerre. Et donc ce rôle de courrier, alors, il l'a mené pas que dans le civil, il l'a mené aussi dans le militaire. Parce qu'il y aura toujours cette dualité, survie et résistance. Oui. Résistance civile,
et résistance armée. Alors ça se termine évidemment après le bombardement du ghetto de Varsovie, ça se termine dans les forêts de Vyshkov, au nord de Varsovie, et là-bas, malheureusement, les partisans du Bund sont entre deux feux, entre l'Armia Krajova et les partisans communistes qui attendent la venue de Staline. Donc c'est pas un livre tellement gai, ce n'est ni un livre d'aventure. Ah non, mais pas du tout. Non, alors c'est un livre historique. Moi, vraiment, ça m'a passionné. C'est un livre profondément humain, Menschler, voilà, comme on dit en yiddish, parce que c'est son témoignage. Il se raconte, mais ce qu'il nous raconte, étant donné le rôle politique, on peut dire politique, oui, fondamental qu'il a eu, nous donne accès à des informations que nous n'avions pas. Alors, justement, c'est ce que je voulais vous demander. Comment est-ce que vous avez découvert ce livre? Est-ce que vous en connaissiez l'existence? Parce qu'apparemment, le livre a été publié en yiddish. Il est tombé dans les oubliettes, comme beaucoup. Comme dit Rachel Hertel, que vous connaissez bien, les auteurs ont témoigné en yiddish après la guerre, mais il y avait plus beaucoup de monde pour les comprendre. Et quand ce livre a été découvert, alors il a été traduit. C'est passé par les États-Unis, je crois. Alors, et c'est une histoire assez longue. Oui. D'abord, c'est pas Selemenski lui-même qui a rédigé le livre. Ce sont deux journalistes. Un, c'était Avrom Schulman, qui était journaliste dans les années 50-60 à Unserstimme, qui après émigre aux États-Unis. Et Yankev Shalom Hertz, l'historien du Bund à New York. Oui. Et ils ont repris les notes de Selemenski et ils ont rédigé le livre en 63. Selemenski est mort à 82 ans en 1984. Donc, mais c'est pas lui qui a rédigé l'affaire. Mais on retrouve, malgré l'écran, si je puis dire, ou le truchement des deux historiens, toute la sensibilité. J'ai dit que c'est une encyclopédie, mais aussi c'est une école d'empathie et une école d'atmosphère. Avec ce livre, on comprend qu'était l'atmosphère. Pardon ? Il dit je. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Donc... Mais, disons, il se met pas en avant. C'est pas un super héros. Il a fait son boulot le mieux qu'il a pu. Et je veux dire, c'est un homme d'une extrême modestie qui a eu le malheur de perdre son seul fils qui était aviateur en Israël à la guerre. Et c'est la bonté faite homme. Je vous donne un exemple. Oui. Il y a eu un moment où il y avait une femme qui était devenue folle. Eh bien, pour que la cachette soit sauvée, il fallait absolument qu'elle prenne du cyanure. Elle ne voulait pas le prendre. Mais elle a dit, excusez-moi, c'est émouvant. Si c'est Selemenski qui me le donne, je le prends. Pour vous dire combien cet homme était apprécié, estimé. Il apportait dans les provinces reculées de la Pologne, dans les villes où les ghettos étaient coupés de tout, il apportait l'espoir. Et c'est ça qui revient à chaque fois quand il assiste à une réunion, que ce soit à Częstochow, à Lublin, à Tomaszów, à Tarnów. Bien sûr, on n'allait pas renverser la Wehrmacht. Bien sûr, on n'allait pas se faire s'opposer à la Gestapo. Mais on sent cette présence, cette chaleur humaine. Et moi, j'ai pensé ce matin à la chanson de Brassens l'Auvergnat, parce que c'est rien que ça. C'est pas rien que ça, parce qu'après, il y a les livraisons d'armes, il y a les résistants qui sont dans la forêt, il va les voir. C'est la prise en charge de l'humanité avec un grand H. Alors, si vous permettez, j'avais envie de lire quelques lignes qui va complètement dans le sens que vous nous expliquez, de l'avant-propos de Michel Selemenski. Il dit « Le Bund, organisation laïque et socialiste, est toujours resté fidèle aux grands principes des mitzvahs ». Les bonnes actions de la tradition juive que chacun doit accomplir quotidiennement en contribuant au bien-être des autres à la hauteur de ses capacités. Cela comprend l'école gratuite pour les enfants de familles pauvres, des dons de vêtements, de la nourriture aux plus dépourvus, le soutien d'orphelinats, de foyers d'habitation pour les moins fortunés et les personnes âgées, l'aide financière sans contrepartie. Yankev et ses camarades, le mot le plus utilisé
utilisés dans le texte n'ont jamais cessé d'appliquer ces principes qui sont au cœur du judaïsme et du socialisme, mais aussi de toute communauté ou de tout système humaniste. Et avec ce que vous nous racontez, on est au cœur de cette problématique. Il faisait au quotidien des mitzvahs, et les mitzvahs, on ne s'en vante pas. Ah oui, non, mais c'était... C'est pour ça que j'avais envie de... C'était au nom du Bund, c'était pas au nom de la Tzedaka, c'était pas au nom c'était pas pour le Kazib Kojassor, dont j'admire l'action à Paris, Oui. mais c'était un peu toutes ces actions-là. Et effectivement, dans les quartiers pauvres, Kormalna ou les autres, eh bien, il y avait une prostituée qui a confié au Bund son petit garçon. Je veux qu'il grandisse dans le droit chemin. Et il est devenu résistant. Ben oui. Et alors, justement, comment vous avez entendu parler de ce livre? Ah oui, alors je reviens. Et comment l'avez-vous Notre équipe, moi, direction de Bernard Weisbrot, c'est un bien grand mot. Non, J'étais chargé de coordonner l'original, en yiddish bien sûr, 63, avec la traduction de Michel Selemensky, qui est un traducteur renommé de Lyon. Et il a traduit comme c'était au passé. Et puis, Patricia Chandon-Piazza, qui relisait son travail, dit « Ça serait bien qu'on passe au présent, ça sera plus vivant, ça sera moins... » Au présent de narration. Voilà, au présent de narration, sauf évidemment les prérequis qu'on sur les années précédentes. Qu'est-ce qui s'était passé en 39-40 dans telle communauté? C'est les Selemensky débarque en 40, il revient en 41. Donc il fallait effectivement utiliser le passé quand même à ce moment-là. Mais l'action de Selemensky, quand on assiste à une réunion du Bund avec Selemensky, tout est au présent. Un tel dit ceci, l'autre dit cela. L'un dit, il y a des choses de dévouement absolument extraordinaires. Et quelle que soit la chance de réussir ou d'échouer, les gens y vont. Les gens y vont. Il y a par exemple deux jeunes filles dont le rôle est de soutenir les jeunes garçons qui sont déjà raflés et envoyés chaque jour dans un camp de travail. Eh bien, à 5 heures du soir, quand elles rentrent du travail du camp, au camp, eh bien, elles les attendent. Alors, les SS ferment les yeux, les Ukrainiens ferment les yeux, la police juive ferme les yeux, et ils donnent des sandwichs, ils donnent du ravito pour soutenir moralement et physiquement ces jeunes travailleurs qui rentraient épuisés. Bon, ces travailleurs, ils ont fini un jour à Treblinka. Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'était merveilleux de les accompagner. Oui, c'est ça la force. C'était un peu un arrêt de la violence qui leur était faite. Alors, il y a des infos très précieuses sur le ghetto de Varsovie, sur le Bund et tout. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'on ne savait pas jusque-là et qu'on a découvert? Des scoops? Oui. S'il y en a, alors, on va pas tous les dire. L'hôtel Polski, c'est pas un scoop, c'est cette espèce de traquenard, c'est pas un scoop. Non, ce qui est rarement cité, c'est le bunker de Wolski. Wolski était un Polonais qui avait installé un bunker pour une trentaine de personnes. Selemensky est allé le voir et lui a dit « Vous pouvez l'agrandir un petit peu ?» Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait ouvert un magasin de fruits et légumes, il avait un verger potager, et le bunker était en dessous. Parce que acheter de la nourriture pour 29 personnes, c'est pas évident. Non, donc il fallait avoir une boutique, et à l'intérieur de la boutique et du commerce, on faisait passer les vivres pour les habitants du bunker. Et malheureusement, il avait une maîtresse, ce gars-là. Et il s'est disputé avec sa maîtresse, et la maîtresse les a lourdés. Donc ça, je l'ai pas vu ailleurs, cette histoire de Wolski. Il y a très en détail pourquoi il y a eu un gros échec du Bund à Piotrkov. Parce que Selemensky ne portait pas sur lui la littérature clandestine. Il y avait une dame du PPS qui faisait le chemin, un train avant, un train après, et qui déposait à une certaine adresse la littérature, et après Selemensky a distribué aux gars de la section. Mais malheureusement, cette dame a eu le malheur, elle n'est pas morte d'ailleurs pendant la guerre, elle a eu le malheur de mettre les adresses de 2 villes dans son rouge à lèvres, un petit papier à cigarette, mais les SS ont fouillé le train et ils ont trouvé ce papier. Oh là là. Alors elle a été à Ravensbrück, elle a survécu à Ravensbrück, mais malheureusement, les dirigeants bundistes dont les adresses figuraient sur le papier à cigarette ont été passés à tabac. Mais personne n'a lourdé personne. C'est assez... Imaginez Jean Moulin, quoi. Ben oui, voilà.
C'est assez extraordinaire, ça. On les a interrogés, hein. Interroger est un joli mot. Mais alors, un courage extraordinaire. Et je répète ici, à ce micro, si vous voulez bien m'écouter, que la résistance ne commence pas quand on a un flingue ou une grenade ou un cocktail Molotov. La résistance commence quand on sait se taire. Et pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de juifs qui étaient à la résistance? Parce que pour garder un secret, il faut être très très fort. Donc ne dites pas, les femmes et les enfants auraient dû chacun prendre une grenade et les balancer sur les nazis. Ça ne marche pas. On a mis beaucoup de temps, et heureusement que dans certaines interviews, il y a des résistantes françaises, là, de la Normandie, qui accueillaient le débarquement, qui disaient, mais comment voulez-vous que le jour de la rafle du Veldiz, le mari étant parti, une femme avec 4 gosses, elle va pas se jeter à la figure des policiers français et les étrangler? C'est-à-dire que le pire dans la Shoah, c'était l'intox. Oui, c'est ça. Voilà. Et Zelensky avait un rôle primordial, véhiculer les vraies nouvelles qui redonnaient un courage, une motivation à tous les gens. Bon, les vieux, ils voulaient survivre, les jeunes, ils voulaient ne pas vivre esclaves, et donc, bon, chacun avec sa façon de lutter, de résister. C'est une véritable école de la solidarité. C'est vrai, tout à fait. La sensibilité. On fait l'histoire de Stalingrad, on fait l'histoire du ghetto de Varsovie, jour par jour, le 19 avril, le 15 mai, le 10 mai. Mais comment on a puisé ce courage? Où a-t-on puisé? Eh bien, dans la solidarité. Et le Bund qui avait démarré avec ses comités de défense au moment des pogroms fin 19e, début, là, dans les années 1903, avant la révolution de 1905, eh bien, il fallait protéger les populations. Et là, il fallait les soutenir moralement. Et à partir du moment où on était soutenu moralement, elles vivaient autrement. Elle vivait ou elle mourait autrement. Bien sûr, mais bon. C'était si important. Et alors, en France, on sait que le Bund a résisté à la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale en France, et ils se sont beaucoup focalisés sur le secours aux enfants. Ils cachaient les enfants, et ça aussi, c'est une vraie forme de résistance. Et il y avait tout un réseau d'entraide pour les enfants juifs et pour les planquer dans les campagnes. Oui, et puis également. Alors ici, donc c'est la continuité logique de ce que vous nous expliquez dès la création du mouvement fin du 19e siècle, et ce sont des valeurs qui se sont transmises. C'est ainsi que le livre se termine. Il y a un vieux militant qui est sur son lit d'hôpital, et les gens viennent le voir, lui apportent des fleurs, et alors, il ne peut plus parler, il est trop fatigué. Et ce qu'il écrit, 4 lettres. C'est-à-dire ? Le Bund. Ben oui, bien sûr. Toute cette page de gloire, d'entraide, de survie, de solidarité. Et c'est incroyable, dès le début du livre, Zelensky veut passer la frontière du côté Galicie. Et puis après, il revient, ils se font choper à la frontière, il passe avec des contrebandiers. Et alors, la police allemande lui fait croire que finalement, on va le liquider sommairement. Mais les camarades qui étaient dans cette ville-là ont soudoyé la police polonaise, ont un petit peu soudoyé le juge, et finalement, tout s'est bien passé. Il s'en est tiré, si je puis dire, avec 5 semaines de prison. Et la garde à vue de 2 semaines, on l'a compté dedans. Donc finalement, on voit que si on ne lutte pas, on n'a rien. Même en luttant, des fois, il se peut qu'on échoue. Bien sûr. Mais heureusement, il y a toute cette entraide, cet espoir. Et surtout, c'est un livre à la gloire des jeunes. Mais oui, alors il y a beaucoup de photos, c'est très intéressant. Il y a même un glossaire qui explique comment prononcer et tout. C'est vraiment un livre à lire, à découvrir, à transmettre. Jankév Zelensky, coupé du monde, un militant du Bund, raconte la survie et la résistance juive sous l'occupation nazie en Pologne. Alors, Bernard Weisbrot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le temps passe très vite. Vos projets de nouvelles traductions ? Ah, mais pour l'instant, je suis dans des... Alors, mes projets, il va y avoir, dans la revue Apulé, Mirza Hachem, un numéro spécial sur la poésie yiddish, et je me suis fait un plaisir de préparer un article sur les enfants terribles de la poésie yiddish,
où je montre que cette poésie, déjà dans les années 10, 20, 30, était avant-gardiste au possible. Mais oui. Et des Moshe Halpern et des Peretz Markish et des David Hofstein. Et également, je me suis fait un plaisir de traduire le plus vieux poème yiddish de tous les temps. Il s'agit d'un Langzeile. Ce sont des vers à l'allemande, un peu comme Menger a refait, sur un midrash de Yosef Hatzadik à la cour du pharaon. Et ça se trouve évidemment dans le Codex de Cambridge, qui remonte à 1382. Oui. Et finalement, je crois que il n'y avait pas de traduction française correcte de ce truc-là. Alors, on va la voir où, cette traduction ? C'est une revue Apulée, c'est une revue littéraire. Revue. J'espère que ça paraît en septembre. Voilà. Eh bien, vous serez le bienvenu pour nous présenter. Et la revue, d'ailleurs, vous êtes le bienvenu dans le Yiddish Show de Radio J quand vous le souhaitez. On termine toujours cette émission en musique. Et alors là, il y a un album. Oui, un dernier mot très vite. Oui, mes compliments à Philippe Veil qui a fait un petit bijou de livre, tant pour les photos, tant pour l'index. Les photos sont extraordinaires. C'est magnifique. Vraiment. Donc à se procurer, on peut le trouver soit dans les librairies juives, soit Fnac, sur Internet. Citre, voilà. Forêt du Nord, puis, Amazon, bientôt au Centre Médem. Au Centre Médem, Arbetering 52, rue René Boulanger. Alors on va se quitter avec une chanson emblématique, Arum dem Fire. C'est le nom de l'album, du nouvel album des Marx Sisters, ces jeunes qui apprennent le yiddish, qui chantent en yiddish, avec une musique, une interprétation musicale de leur génération souvent différente. Sauf que là, dans leur album, eh bien, on a la traduction de Bernard Weisbrot, tiré du recueil Mirzingen, publié par le Centre Médem. Donc vous êtes dans l'album. Un mot très vite sur Arum dem Fire. Eh ben, c'est une chanson de scout, Voilà. chanson de scout autour du feu. Et on a surtout des rêves, parce que qui ne rêve pas ne peut pas rêver de liberté. Hallo im Schweben. Merci pour tout cela. On écoute la version de Arum dem Fire des Marx Sisters. Vous écoutez le Yiddish Show de Radio J, Lise Gutmann avec vous, et mon invité n'est autre que monsieur Vladimir Gutowski. Good morning. Good morning. Alors Vladimir Gutowski, je suis très très heureuse de vous recevoir dans ce Yiddish Show. Vous allez nous parler de votre univers yiddish, de ce que vous faites, de ce que vous transmettez, de ce qui vous intéresse. Mais moi, je suis particulièrement heureuse parce que figurez-vous que sur Radio J, on prononce votre nom très régulièrement. On parle de vous presque tous les matins. Est-ce que vous savez pourquoi ? Je sais pas. Voilà, je commence par une question parce que je ne sais pas. Je sais que la seule chose que j'ai fait officiellement, c'est je vais au cercle Bernard Lazare. Voilà. Pour discuter avec cette demoiselle. Avec Georgette Bleichmann qu'on salue et les personnes qui viennent. Et donc vous animez l'atelier de conversation yiddish du cercle Bernard Lazare que j'ai le plaisir d'annoncer très régulièrement sur Radio J. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de vous recevoir, Zeit Bagrist. Alors Vladimir Gutowski, où êtes-vous né ? Alors, je voudrais qu'on parle un peu de votre parcours. Racontez-nous. Voilà, mon parcours, c'est extrêmement... c'est simple et c'est compliqué. Je suis né en 1942 à Karaganda. C'était à l'époque, comme on dit en yiddish, Rattenverband, Union soviétique. Union soviétique, Mes parents ont été libérés des camps de Sibérie, où mon frère est né avant. Je vais vous dire ça rapidement. En 1945, mes parents sont retournés à Lodz. Parce que mes parents sont des Lodz. Et comme disait mon père en yiddish, in Lodz, die Steine haben uns gekannt. Même les pierres nous connaissaient. Et à Lodz, on est resté jusqu'à 1956. À Lodz, nous sommes allés, moi je suis allé, à l'école Peretz, qui est une école où les 2 premières années, les CP, les CM1, tout était enseigné en yiddish. La Peretz Schule, dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc cette Peretz Schule existait, et donc on est parti de Pologne en 1956 pour aller en Israël, où je suis resté 2 ans, donc kibbutz au lycée. Et puis ensuite, on est venu en France, où j'étais encore dans une école juive,
qui s'appelait l'école Maïmonide. Alors, je vais vous interrompre. À la Peretz-Schule, vous aviez un camarade de classe qui est hyperactif au centre Medem Arbetering, et il s'agit de... Henri Bielachac, voilà, qui était un peu dans la classe de mon frère et de la mienne. Et donc, puis il y a une ou deux autres personnes encore qui sont de l'école Peretz. Donc, moi, je suis né en 1942. Donc, cette année, c'est l'année où ma classe et nous, on aura 80 ans. J'ai déjà fait ça il y a 10 ans. Cette année, vraisemblablement, si tout va bien, toute ma classe dispersée dans le monde, on va venir à Lodz pour fêter nos 80 ans. Bah écoutez, on vous le souhaite vraiment. Ça sera quand ? Je ne sais pas encore. D'accord, vous nous tiendrez au courant. Hein, bien sûr. Parce qu'on va faire un reportage, on va interviewer tout le monde. Je trouve ça formidable. J'espère. Avec... À l'éveil, on dit chez nous. À l'éveil. Voilà. Pas à l'éveil, hein, parce qu'à l'éveil, c'est autre chose. Non, j'ai dit à l'éveil. Hein. Bon, c'est une private joke en yiddish. L'éveil, ça veut dire enterrement. J'ai bien dit Halevaï pourvu. C'est de l'humour un peu bizarre. J'adore l'humour bizarre, Alexandre Goutowski. Alors donc, vous quittez la Pologne avec vos parents pour Israël. Oui. Et vous restez là-bas 1 an et demi, 2 ans. Vous parlez hébreu ? Oui. D'accord. Et ensuite, au bout de 2 ans, vos parents viennent en France. Voilà, parce que mon père, je vais tout vous dire, et comme il avait 2 fils, mon frère aîné et moi, il souhaitait pas que nous, dans la famille, on est traditionnellement anti-guerre et anti-militariste. Ah, d'accord. Je suis désolé de le dire. Oui. Ah, mais il n'y a pas de quoi être désolé. Je veux dire, en plus, il devait avoir perdu tout le monde pendant le Khourbn. Donc, quand on a 2 enfants, c'est vrai qu'il avait envie de les protéger. Alors, vous arrivez à Paris et là, vous allez à Maïmonide, à l'école Maïmonide. Oui, d'abord, j'apprends un peu le français et puis après, je vais à Maïmonide, je m'inscris grâce à Kojazor, etc. Et donc, je suis resté 3 ans à Maïmonide, de la seconde première terminale où j'ai passé mon bac. Et vous l'avez réussi ? Et j'ai réussi. C'est incroyable, en 3 ans, alors que vous n'étiez... Il y avait 2 bacs à l'époque. Mais vous n'étiez pas francophone, en fait. Pas du tout. C'est incroyable. Alors, bon, donc vous avez le bac, et ensuite... Ensuite, j'ai fait préparation pour devenir ingénieur. Donc, je vous passe dessus. Donc, je suis devenu ingénieur à l'école polytechnique de Grenoble. Oui. Et puis ensuite, j'ai eu une carrière... Comment on dit en yiddish, à Kleinigkeit, une petite chose, rien du tout. Non. École polytechnique de Grenoble, 5 ans après d'être arrivé en France. Non, mais c'était pas... c'était pas brillant. Bon, bref, puis après, j'étais 10 ans ingénieur dans une usine de métallurgie qui s'appelait Valorec Usinor. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'habite toujours à l'Isle-Adam. Et ensuite... grâce à quelqu'un qui s'appelle Jacques Bergabel, que vous connaissez peut-être. Bon, je suis devenu délégué national auprès de l'Union européenne pour les programmes scientifiques et les nouvelles technologies. Wow. Et ensuite, j'ai passé un concours et je suis resté jusqu'à 2004 à Bruxelles. Alors, voilà ma carrière. Et puis, je suis marié depuis 53 ans avec la même femme. Eh ben, on l'embrasse, et puis on embrasse Alexa aussi, votre fille. Alors, et votre petite fille, bien sûr. Voilà. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est, à travers tout ce parcours, somme toute, très exceptionnel, le yiddish est resté omniprésent dans votre vie? Pas du tout. Vous avez quand même toujours gardé la langue, vous le parlez, Yiddish. Yiddish, mais pendant au moins 55 ans, maintenant... entre 1969 jusqu'à presque 2004, c'est une langue que j'écoutais parfois à la radio juive de Bruxelles, parfois, ça m'arrivait. Et parfois, j'allais au concert, mais c'est une langue que je parlais plus du tout. Jamais. D'accord. Jamais. Okay. Mais c'est une langue... Vous l'avez parlé avec vos parents avant, dans votre surtout jeunesse. Beaucoup polonais. D'accord. Parce que c'est une langue... Les yiddish, c'était... Comment dire, c'est une langue qu'on ne parlait pas souvent à la maison. Mes parents parlaient entre eux les yiddish, et nous, on leur répondait en polonais. Mm-hmm. Mais disons que les yiddish, c'est quand même ma langue maternelle. On a quand même, pendant 8 ans, à l'école Peretz,
On a étudié en yiddish, tout bien en sûr. yiddish, et tous les écrivains yiddish, la poésie yiddish. Et puis, ma grand-mère, puis je raconte ma vie, était comme actrice au théâtre yiddish. Ah oui, elle s'appelait comment? Elle serait mariée avec des dénommés Bojic. Et vous voyez cette personne-là, il est le Balegoulev dans les 10 books. Ah oui, dans le film. Hein. Voilà. Et mon père était très attaché parce qu'il était enfant de la balle. Et quand il était petit, je ne sais pas si c'est intéressant pour tout le monde. Très. Et il voyageait des villages en village, notamment en Galicie, l'actuelle Ukraine, Lvov, etc., où il était caissier à l'âge de 10 ans. Donc, si vous voulez, quand nous, en Pologne, Madame Kamińska et son fils, etc., quand ils venaient à Lodz, ils venaient chez nous. Donc, si vous voulez, les théâtres yiddish faisaient partie de notre vie intégralement. Bien que mon père était tailleur, mais disons que les théâtres yiddish, c'était très important pour nous. Alors, quel souvenir vous avez de votre éducation en yiddish à la Peretz Schule? Parce que je vous pose la question parce qu'on a très peu l'occasion d'en parler. Quel genre d'école était-ce? Alors, si vous voulez, l'école Peretz était une école donc yiddish, et donc elle est devenue, au bout paraît-il, ça j'ai pas connu, c'était une école qui travaillait pas les samedis, mais après elle est devenue une école d'État, et est devenue très communisante. Donc, la plupart des professeurs étaient communistes, parce que les autres sont partis en Israël. Par contre, ce qu'on nous a enseigné, c'est tous les écrivains yiddish, Mendele Moïches Forim, Shalom Aleichem, les pièces de théâtre, etc. Et aussi, on nous parlait de la presse yiddish, qui était après la guerre. Et disons que c'était tous les ans, il y avait des spectacles que l'école organisait. Et en fin d'année, nous, on faisait des présentations, souvent en yiddish. Et voilà. Vous avez des souvenirs de pièces que vous avez jouées ou pas non? Tellement, non. Et non, alors, quand vous rencontrez Henri Bielacak à Paris, il reste yiddish ou oder Französisch, vous parlez yiddish ou français entre vous? On parle français. Oui. Parfois. Bizarrement, Henri et moi, on parle polonais, pour que les autres ne comprennent pas. J'adore. Et puis les blagues, bien sûr, l'humour yiddish, c'est absolument présent dans nos vies. Donc, bien si sûr. vous voulez, heureusement. Si vous voulez, donc moi je suis revenu à yiddish, mais ça je parlerai après. Et donc j'ai constaté l'importance de la culture yiddish, mais ça j'ai découvre grâce aussi à où je vais au cours de R.S. Lévy. Ah oui, bien sûr. Et donc j'apprends aussi les yiddish. Au Centre Médem. Voilà, j'apprends aussi les yiddish de Belleville. Ah oui. Alors, Erez Lévy travaille avec ses étudiants sur les Juifs de Belleville, qui a été traduit en français, mais je crois que vous le faites en yiddish aussi, le livre. J'ai la traduction en français, mais disons que ça n'a rien à voir avec les livres, qui est quand même un souvenir extraordinaire pour tous les gens qui sont présents. Ce que je découvre aussi bien au Serre Bernard Lazare et au Médem, c'est que les gens qui ont mon âge, un peu plus, un peu moins, peu importe, ils sont extrêmement attachés à leur enfance, aux ateliers de leurs parents, et aux fêtes juives. Et puis les fêtes juives, pour moi, c'est extrêmement important, parce que j'anime par ailleurs, c'est pas en yiddish, un café philo à la synagogue de Madame Pauline Beb. Ah oui, très bien, très très bien. Et je vais vous dire, là je voudrais quand même... C'est le centre Mayan. Hein. Mayan, le centre Mayan. Et là je voulais faire, si c'est possible, rendre hommage à Pauline, qui m'a inscrit cette année à Sciences Po. Elle a créé un centre de vivre ensemble en différentes religions qui s'appelle Emouna. Oui. Donc, dans les mêmes... pour les fêtes yiddish comme Pessah et autres, au Café Philo, on invite parfois des imams, des rabbins, d'autres gens. Formidable. Vous êtes formidable. Alors, c'est tellement important. C'est tellement important. On en a tellement besoin
peut-être encore plus en ce moment. Alors, on va donc vous participer au cours d'Erez Lévy. Le centre MEDEM, c'est au 52 rue René Boulanger. Je vais donner le téléphone, c'est le 01 42 02 17 08. Un petit coup de pub, ça fait pas de mal. Et le cercle Bernard Lazare, c'est 8-10 rue Saint-Claude. Et le téléphone, c'est le 01 42 71 68 19. Et c'est pour avoir toutes les infos, toutes les soirées. Et vous, c'est l'atelier de conversation yiddish. Alors, wegen was redet ihr? De quoi parlez-vous? On parle souvent, disons, c'est des mémoires. J'invite aussi par Internet souvent des gens d'autres pays. Par exemple, il y a une femme rabbin à Varsovie qui parle yiddish. Oui. Donc, je l'invite parfois. Il y a une autre femme... Et vous l'invitez par Zoom, en fait? Par Zoom. Oui. Et donc, si vous voulez, et puis je suis aussi, j'ai même promis à Erez de l'amener au musée Pauline quand il y aura la réunion des professeurs yiddish en Pologne. Oui. Et parce qu'il y a. Et moi, je veux bien qu'on m'emmène. Non, je plaisante. Avec plaisir. Et dès qu'on pourra aller, parce que c'est important, parce qu'il y a un gros effort qui est fait en Pologne, quoi qu'on en dise, sur la langue yiddish. Bon, malheureusement, les yiddish qu'on enseigne, pour moi, c'est un peu comme... C'est le yiddish du Yivo qui est un peu académique, qui n'est pas très heimisch. Hein. Qui n'est pas heimisch. J'ai l'impression d'assister au cours de latin. Parfois. Je suis difficile avec mes profs, mais par contre, ils ont une connaissance de grammaire et même parfois de blagues que moi, je n'ai pas. Oui. Donc, si vous voulez, je pense même que Salomon Bielachak peut aussi parfois s'inspirer. Bien sûr, bah évidemment, bien sûr. Donc, si vous voulez... Salomon était aussi, il est plus jeune qu'Henri, et il était aussi à la Peretz Schule, et lui, il fait en direct d'Israël, où il vit maintenant. Je suis parfois. Voilà, donc il fait des après-midi, je le dis, le mercredi après-midi, en Zoom également, des ateliers de vocabulaire yiddish, à la fois pour ceux, et les proverbes, beaucoup, des Sprichwörter, à la fois pour ceux qui parlent yiddish, mais même si on parle pas, on apprend plein de choses, il traduit tout. Donc là aussi, c'est au centre MEDEM Arbetering, on a toutes les infos sur le site. Je vais parler encore une seconde de moi. Bien sûr, au contraire. Pourquoi je suis revenu à l'yiddish après ma retraite? Et c'est parce que il n'y a pas de yiddish sans l'Europe, parce que c'est une langue mélangée, non seulement l'allemand, aussi à plusieurs langues slaves. Une langue de fusion. Mais aussi, il n'y a pas de l'Europe sans yiddish. Pourquoi? Alors, 2 exemples que je peux donner de nombreux, mais disons que, par exemple, à la Commission européenne, quand 2 Allemands se disputent, il dit « Du bist Mischige ». Les Allemands. Oui, vous l'avez entendu, oui. Bon. Et donc, si vous voulez, et sans parler de la langue polonaise, des blagues, peut-être dans d'autres langues ici, mais disons que j'ai pensé que c'est très important que, je sais pas comment le dire et le faire, mais disons que c'est quand même 1000 ans d'histoire, et ces 1000 ans d'histoire, j'ai quelque part le devoir de faire quelque chose. Eh bien, vous le faites même très bien. C'est la première fois à Radio J. Je peux vous promettre une chose, on se fait une promesse, c'est pas la dernière, parce que vous allez revenir et on aura l'occasion à la fois de parler de vos projets, de parler du voyage que vous voulez organiser en Pologne et des rencontres peut-être avec cette rabbine polonaise qui parle yiddish. Alors, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ce que la jeunesse fait autour du yiddish. Et on va écouter, parce que dans le Yiddish Show de Radio J, Alexandre Goutowski, on termine toujours en musique. Et on va terminer avec une chanson emblématique tirée du nouvel album des Marx Sisters, qui devrait s'appeler peut-être Die Marx Schwester, je vais voir ça avec elle. L'album s'intitule Arum dem Fire et on va écouter leur très belle version de Schnirelle, Perele, a Dank, seid begrüßt, wenn ihr wollt, in unser Studio. Merci beaucoup. Vielen Dank.
Mitfil Naches. Merci beaucoup, Alexandre Goutowski. Vladimir. J'ai dit Alexandre. Voilà, ça y est, j'ai fait le lapsus. Vladimir Goutowski. C'est la seule chose que j'ai en commun avec Poutine. Oui, heureusement. On vous remercie. Schnirel et Perelel et Mar Sisters.